Le ministre Yin de Li Cheng avait connu la pauvreté dans sa jeunesse, mais il n'avait jamais manqué d'audace ni d'esprit d'initiative. Il y avait à la sous-préfecture une vaste résidence d'une vieille famille, qui couvrait une superficie de plusieurs dizaines de mous. Le lacis de pavillons et autres bâtiments avait été déserté et laissé à l'abandon, à la suite de manifestations étranges et répétées. À la longue, les herbes folles avaient tout envahi, et personne n'osait s'y aventurer, même en plein jour. Il se trouvait que Yin buvait en compagnie de ses condisciples lorsqu'un des jeunes gens proposa par jeu: « Cotisons-nous pour offrir un banquet à qui se montrera capable de passer une nuit là-bas. » Yin sauta sur ses pieds. Rien de plus facile. Prenant une natte sous le bras, il se dirigea vers la propriété hantée. Ses camarades l'accompagnèrent jusqu'au portail et lui dirent en plaisantant: « On t'attend ici un petit moment. Si jamais tu vois quelque chose, il faut nous donner l'alarme. Si je trouve fantôme ou esprit renard, je me contenterai de vous en attraper un en guise de preuve. » Sur cette réplique, lancée en riant, Yin entra. Les sentiers disparaissaient, envahis de souchets géants. L'armoise poussait aussi serré que du chanvre. Le croissant de la lune, à son premier quartier, fournissait heureusement une faible lueur jaunâtre, qui permettait de distinguer portes et fenêtres. Progressant en tâtonnant, il finit par atteindre le pavillon à l'étage du fond. Monté sur la terrasse de la contemplation de la lune, il la trouva baignée d'une lumière si douce qu'il s'y attarda. L'astre de la nuit brillait à l'ouest, tel un fil qui aurait retenu la montagne. Yin resta longuement assis sans que rien d'anormal ne se produisît. Il riait intérieurement de ces rumeurs sans fondement. La natte étendue à même le sol, une pierre lui servant d'oreiller, il se coucha, contemplant dans le ciel clair les étoiles du bouvier et de la tisserande. Une veille s'était écoulée, lorsque, les sens engourdis, il se laissa gagner par l'envie de dormir. Au rez-de-chaussée se fit entendre un bruit de pas qui montait, clopin-clopant. Feignant le sommeil, mais observant à la dérobée, Yin vit apparaître une servante qui tenait une lanterne en forme de lotus. L'apercevant tout à coup, elle eut un mouvement de recul, alarmée. Elle murmura à la personne qui la suivait: « Il y a un vivant, là. »« Qui ?» demanda la personne en contrebas. « Je ne sais pas. » Peu après, un vieil homme montait, s'approchait du dormeur, et, l'ayant examiné, déclara: « C'est Yin, le ministre. Il est profondément endormi. Occupons-nous de notre affaire. Nous pouvons la mener à son terme. Son Excellence est homme généreux, qui ne saurait y trouver à redire. » Il conduisit la servante plus loin à l'intérieur et fit ouvrir toutes les portes du pavillon. Les allées et venues se multipliaient. À l'étage, une profusion de lampes éclairait à giorno. Sa future Excellence se tourna légèrement, ne pouvant se retenir de tousser. Le vieil homme l'entendit. Pensant que Yin s'éveillait, il s'avança et, agenouillé, lui annonça: « Votre humble serviteur a une fille qui s'apprête cette nuit même à prendre la pelle et le balai, c'est-à-dire à se marier. Nous n'avions pas pensé que nous dérangerions votre honneur, et nous espérons que vous ne nous en tiendrez point trop grande rigueur. »
In se leva, le tira chaleureusement à lui et répondit « J'ignorais tout de la joyeuse célébration de ce soir, et je suis confus de n'avoir rien apporté pour vous présenter mes félicitations. La simple présence de votre honneur est un bonheur qui nous protégera de tout maléfice. Si vous condescendiez à nous tenir compagnie au banquet, nous serions comblés de la grâce que vous nous accorderiez. » In y consentit avec plaisir. En entrant, il vit que tout avait été disposé magnifiquement dans la grande salle à l'étage. Puis la dame de Séan, qui pouvait avoir la quarantaine, vint le saluer. « Mon humble épouse », précisa l'homme âgé. In s'inclina. Un moment plus tard, se fit entendre la musique stridente des orgues à bouche. Quelqu'un grimpa l'escalier 4 à 4. « Il arrive !» Le vieil homme se hâta d'aller l'accueillir. Debout à son tour, In l'attendait. Après une brève accalmie, parut une cohorte de porteurs de lanternes de gaz qui conduisaient le marié, un beau et séduisant jeune homme de 17 ou 18 ans. Le beau-père lui demanda de saluer d'abord leur hôte d'honneur. Comme le futur gendre levait les yeux sur lui, In répondit par la demi-courbette convenant à l'assistant du maître de maison. Puis, les salutations d'usage échangées entre gendre et beau-père, le jeune homme gagna sa place. Alors, dans le défilé d'une nuée de minois poudrés et de sourcils fardés, vins et viandes répandirent leurs arômes et fumées sur les tables étincelantes du jade et de l'or des bols et gobelets. À l'issue de maintes tournées, le père demanda aux filles de prier la demoiselle de paraître. Elles acquiescèrent et disparurent à l'intérieur. On attendit longtemps. Personne ne venait. Il fallut que le vieil homme se levât, écarta les rideaux et la pressa de se présenter. Plusieurs rangs de servantes et de duègnes se bousculaient autour de la mariée, qui s'avançait dans un cliquetis de jade entrechoqué, et dans les effluves du musc et de l'orchidée. Le père lui demanda de saluer, ce qu'elle fit. Puis elle se releva et s'assit auprès de sa mère. De discrets coups d'œil permirent à In de s'assurer que c'était une fille d'une beauté incomparable, sous l'éclat des bijoux et des boucles d'oreilles. On but ensuite dans des hanapes d'or, de grande contenance, plusieurs pintes. In pensa que c'était précisément ce genre d'objet qu'il convenait d'emporter, comme preuve de son aventure, auprès de ses condisciples. Il en glissa un subrepticement dans sa manche, puis, feignant l'ivresse, s'accrochant aux tables, finit par s'écrouler et s'assoupit. « Son Excellence a trop bu », se dit un chacun. Un bon moment s'écoula sans autre incident. In entendit le nouveau marié prendre congé et redescendre dans un grand remue-ménage, tandis que les orgues à bouche reprenaient leur tintamarre. Le cortège repartit, le maître de maison fit ramasser la vaisselle. Un hanap manquait. On chercha partout, en vain. Quelqu'un souffla que l'hôte endormi devait y être pour quelque chose. Le vieil homme se hâta de le faire taire, craignant par-dessus tout que son Excellence n'eût surpris la conversation. Un bon moment plus tard, le silence régnant au dehors comme à l'intérieur, In se décida enfin à se lever. Dans l'obscurité où l'avaient replongé les lampes éteintes, il ne percevait plus que le parfum des phares et l'odeur de l'alcool qui imprégnait les 4 murs. Voyant l'Orient blanchir, il sortit comme si de rien n'était, tâta sa manche et y sentit la présence du hanap. Ses compagnons l'attendaient déjà au portail, voulant s'assurer qu'il n'était pas parti dans la nuit pour ne revenir qu'au petit matin.
In produisit le hanap. Comme tous l'interrogeaient, stupéfait, il leur raconta par le menu ce qui s'était passé. Ils le crurent d'autant plus volontiers que l'objet n'était pas du tout de ceux qu'un pauvre lettré pouvait posséder. Bien plus tard, lorsque In obtint le grade de docteur et fut nommé à Feizhou, un dénommé Zhu, de vieille famille mandarinale, l'invita chez lui et, à cette occasion, ordonna de servir à boire dans des gobelets géants. Rien ne venait. Une petite esclave s'approcha du maître pour lui parler au creux de l'oreille en se cachant la bouche de la main. La colère empourprait le visage de ce dernier. Peu après, il présentait à son hôte un hanap en or, l'invitant à boire. L'examinant attentivement, In constata qu'il ne différait en rien de ceux des renards, tant par la forme que par le détail des ciselures. Fort intrigué, il demanda où l'objet avait été fabriqué. « Le service en comprend 8 en tout, » lui répondit son hôte. À l'époque où il exerçait de hautes fonctions à la capitale, mon père avait découvert un excellent artisan dont il avait personnellement surveillé le travail. C'est devenu un trésor de famille que nous préservons avec le plus grand soin depuis bien longtemps. Je viens de les faire tirer de la malle à l'occasion de la visite que votre Excellence daigne nous rendre. Comme il n'en reste plus que 7, je serais enclin à suspecter de vol l'un de mes domestiques, si les seaux et la poussière accumulés depuis 10 ans n'étaient restés intacts. Une disparition parfaitement inexplicable. Des ailes ont dû pousser à votre hanap en or, répliqua en riant In. Mais trésor soigneusement gardé de génération en génération ne saurait se perdre. Je possède un objet qui ressemble vraiment beaucoup au vôtre. Il me faut vous l'offrir. Dès son retour à la résidence officielle, après le banquet, In enveloppa le hanap et le lui fit envoyer au grand galop. La surprise du maître de maison fut à son comble, quand il eut fini de l'examiner attentivement. Il vint en personne remercier le sous-préfet et lui demander d'où venait l'objet. In lui raconta son aventure de bout en bout. Ils comprirent enfin que si les renards sont capables de subtiliser des choses à 1000 lieues de distance, ils ne se permettent jamais de se les approprier définitivement.